De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Nous poursuivons notre série sur la blancheur dans Cartel. On s'y intéresse tellement à cette question qu'on commence désormais à voir à travers la toile. Aujourd'hui, rencontre avec Lucio Fontana, artiste mort en 1968, année de parution de l'album blanc des Beatles. Fontana est un artiste assez singulier parce que, Jean-Charles Verne. à partir de la fin des années 40, il prend une décision qui consiste à peindre des monochromes, des peintures monochromes, donc d'une seule couleur, dans lesquelles il va pratiquer soit des trous, soit des incisions qui sont exécutées au cutter. Alors ça provient en fait tout bêtement d'un accident. Un jour, il perce accidentellement l'une de ses toiles et s'aperçoit finalement que, en traversant la toile avec une lame, il met à jour finalement le côté totalement illusionniste du tableau et de la peinture. Donc il décide de consacrer le reste de son œuvre à ce geste complètement inattendu et paradoxal qui consiste donc à scarifier sa toile, à y pratiquer donc des fentes, des incisions avec une lame de cutter ou de rasoir. On pourrait d'ailleurs du coup sous-titrer cette chronique Blanc Sadomaso, parce qu'il s'agit un peu de ça. Il y a notamment donc une œuvre emblématique de Lucio Fontana qui s'intitule Concetto Spaziale Attizze. Je m'excuse pour l'accent italien que je ne parle pas. C'est une œuvre qui est réalisée donc en 1965, 3 ans avant la mort du peintre. C'est une œuvre donc qui, comme toutes les autres œuvres utilisant des incisions, est donc fondée sur la volonté de réduire à néant l'illusionnisme traditionnel de la peinture à l'huile, en faveur d'un propos qui a pour objet de tenter d'unifier l'art et la science, la peinture avec l'espace et au temps, dans une espèce de refonte, en tout cas d'écho avec les théories d'Einstein, auxquelles Lucio Fontana était attaché. Alors cette peinture en particulier qui date de 1965, c'est une peinture qui n'est pas très grande, qui fait 80 cm par 1 mètre, qui est blanche, entièrement blanche, donc c'est un monochrome. Et c'est une peinture qui est majeure dans l'œuvre de Lucio Fontana en raison de son nombre exceptionnel d'incisions. C'est une peinture qui comporte 23 incisions. Il n'y a que 2 autres œuvres de Fontana qui possèdent davantage d'incisions. Alors évidemment, quand on est devant une peinture comme celle-là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un rectangle blanc de 80 par 100 dans lequel ont été pratiquées sur 2 lignes 23 incisions obliques en 2 lignes qui se superposent, et ce qui évidemment génère, on peut tout à fait l'imaginer, la suspicion d'un public interloqué. On est tout de suite dans cette chose qu'on entend de manière récurrente, qui consiste à se dire qu'on est capable d'en faire autant, et donc un public qui globalement sans doute a du mal à comprendre la portée historique d'une telle œuvre, et encore moins d'ailleurs sa valeur monétaire, puisqu'elle a été vendue il y a quelques années aux alentours de 8 millions d'euros en vente aux enchères. Donc c'est évidemment, je le précise, un artiste dont les œuvres sont présentes dans absolument tous les grands musées d'art moderne et contemporain de la planète. Alors évidemment, 8 millions d'euros aux enchères, on se doute bien que ça peut aller très vite avec des gens qui peuvent se dire finalement ça fait cher l'incision, voilà. Bon. Mais on va essayer d'essayer de comprendre pourquoi une œuvre comme celle-ci est importante, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi l'artiste s'évertue pendant autant d'années à utiliser cette technique. Et on peut procéder par exemple par analogie en évoquant le romantisme qu'on peut sentir derrière l'apparente radicalité d'un propos comme celui-là. La scarification, évidemment, elle a une histoire. C'est évidemment sur le plan de l'histoire des religions, on est tout de suite projeté en arrière vers la représentation des stigmates. Ça évoque l'épisode biblique de l'incrédulité de Thomas, qui enfonce son doigt dans la plaie béante portée au flanc du Christ ressuscité pour en tester l'authenticité. Donc dans cette idée de fente, de scarification et de plaie, il y a ce geste originel qui est celui de Thomas, qui va vouloir contrôler la véracité de quelque chose, l'authenticité, en passant à travers.
Donc passer à travers, c'est, comme le prétendait Fontana, c'est bien rompre avec une forme d'illusion, et donc on accède à la véritable réalité. Si on regarde les photographies qui ont été prises dans l'atelier de Fontana par un photographe qui s'appelait Harry Schunk pendant la réalisation de cette œuvre, on voit Fontana debout devant son chevalet, vêtu d'un grand tablier mais maculé de peinture, comme un peintre traditionnel pourrait l'être. On n'est pas dans un truc ascétique, on est au contraire devant un peintre dont le tablier est complètement recouvert de taches de peinture, et on le voit en train de pratiquer les entailles à la surface de la toile à l'aide d'un cutter. Et on comprend, en voyant ces photographies, que les incisions, les 23 incisions qui sont donc déployées sur 2 lignes, ne s'exécutent pas dans l'ordre de gauche à droite, mais au contraire qu'elles résulte d'une composition qui est progressive. On comprend également en voyant ces photos que l'environnement, l'atelier donc, la posture physique, le chevalier, le tablier sont complètement éloignés de l'idée de radicalité pure que porte a priori cette œuvre. On est donc face à cette œuvre comme devant une espèce de poésie visuelle, une partition, puisqu'on a 2 lignes superposées de signes, comme des notes, donc comme une partition, comme une série d'ouvertures opérées sur une page blanche, qui laisse percevoir le noir intense d'un second espace qui est situé sous la surface de la toile. On a donc une série de signes qui forment comme une scansion, un rythme qui d'ailleurs est assez éloigné de la pensée minimaliste à laquelle on serait tenté de rattacher cette œuvre. On peut aussi revenir sur 2 aspects de cette œuvre qui, moi, me paraissent importants. D'une part, son geste, qui est presque primitif, et d'autre part, ce que j'ai déjà évoqué, sa valeur marchande très élevée pour imaginer qu'un enracinement existe entre ce que cette œuvre exprime et ce qu'elle représente aux yeux des collectionneurs qui ont investi autant d'argent et se sont affrontés aux enchères pour pouvoir l'acquérir à ce prix-là. Quand on est face à ces 23 entailles, on peut se demander si elle ne rejoue pas, d'une certaine manière, un autre geste originel, non plus celui de Thomas face au Christ, mais le geste originel de l'homme aurignacien qui, à l'intérieur des parois des grottes sanctuarisées, griffe les parois, comme dans la grotte Chauvet, comme à Lascaux, pour y graver un hibou, un cheval, une lionne, ou tout simplement pour reproduire les coups de griffe des ours qui occupaient les grottes en période hivernale, et dont les hommes retrouvaient donc les marques après l'hibernation des ours, quand les hommes reprenaient possession des grottes. Il faut se souvenir que dans ces grottes, seules quelques personnes étaient autorisées à pratiquer la peinture, et que le marquage des parois de ces lieux, qui n'étaient pas des lieux d'habitation, il faut bien le souligner, le marquage de ces parois était sans doute, et c'est l'hypothèse actuellement la plus satisfaisante que l'on ait pour expliquer ça, étaient des traces, des peintures qui étaient réalisées par les chamans de ces communautés, qui étaient véritablement les récipiendaires des échanges magiques avec l'au-delà, par leur activité picturale. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire de l'art pour de l'art, ni de peindre les parois pour que la chasse soit bonne. La gravure, la marque, la peinture rupestre ne sont pas exécutées par souci artistique, même si la virtuosité est évidemment incomparable, mais bien par la volonté d'utiliser la paroi comme un passage, comme une sorte d'interface entre le monde des vivants et celui des esprits. Donc, dans l'art préhistorique, griffer la paroi, encore plus que la peindre d'ailleurs, revenait vraiment à forcer un passage, à creuser dans la pierre des béances des connexions avec les forces invisibles, à se frayer une ouverture vers une dimension autre, dans un acte réellement magique, porté par une personne qui avait l'autorisation et l'autorité pour le faire, c'est-à-dire le chaman. Donc, si on revient maintenant à l'œuvre de Lucio Fontana, il y a de manière indubitable dans cette peinture, scarifiée 23 fois, une gestuelle qui répond trait pour trait, c'est le cas de le dire, à celle des premiers hommes. En scarifiant la surface de son tableau, en y pratiquant comme ça des incisions quasi chirurgicales, il fend l'espace vers un autre espace, un espace reclus, invisible, c'est l'espace qui se trouve derrière le tableau, qui est noir. Donc on peut très bien faire des grandes théories
sur la relation à l'espace illusionniste de la peinture, sur l'illusion des images, etc. Mais il est tout aussi évident et tout aussi simple d'aborder la blancheur griffée de cette œuvre en soulignant son enracinement dans une gestuelle qui est totalement ancestrale et évidemment très féconde quant au sens qu'elle véhicule. Et puisqu'on parle évidemment puisqu'on parle de chaman et de cette relation magique à l'opération picturale, eh bien, cette magie, elle opère encore avec l'œuvre de Fontana, et ça c'est le deuxième point, avec la valeur même qui est attribuée à l'œuvre. Emporter un tel tableau pour une telle valeur, 8 millions d'euros, c'est d'une certaine façon lui accorder une dimension magique sans laquelle ce morceau de toile lacéré, avec un peu de peinture, n'aurait pas d'autre valeur que celle des matériaux qui ont servi à sa réalisation. Donc on revient finalement à quelque chose qui avait été abordé lors des toutes premières émissions de Cartel, c'est que notre passion pour les œuvres, que ce soit des tableaux, des musiques, des textes, etc., elle est toujours une passion qui est tenue d'une certaine manière par les éléments insaisissables d'une magie qu'aucun discours ne saurait ni justifier ni saisir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter ce principe et se laisser porter. Il y a un lâcher-prise qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on ne croit pas à cette magie, j'avais de manière un peu ironique dit l'art c'est comme l'homéopathie, ça ne marche que si l'on y croit. Et j'avais également d'ailleurs souligné cette merveilleuse anagramme qui existe dans la langue française entre les mots image et magie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on n'accepte pas, si on n'y croit pas, si on n'est pas dans ce rapport de croyance, il ne se passe pas grand-chose. Et qui plus est devant une œuvre qui relève de cette blancheur et de cette vacuité apparente, comme toutes les œuvres d'ailleurs qu'on a évoquées dans cette série d'émissions consacrées au blanc. Donc c'est avant toute chose la magie opérante de celui qui regarde et qui accepte de lâcher prise devant l'œuvre. Et puis, il faut aussi sans doute imaginer Lucio Fontana seul dans son atelier, bon, sauf que là, en l'occurrence de manière très exceptionnelle, il avait accepté qu'un photographe se trouve là pour faire des prises de vue du processus de travail, mais il faut imaginer Lucio Fontana seul dans son atelier en train de pratiquer cet art. Pourquoi est-ce qu'il fait ça plutôt qu'autre chose ? Il le fait forcément uniquement pour lui-même, parce qu'il a la volonté de répondre à certaines questions, parce qu'il a le besoin d'expérimenter encore et encore ce geste incisif. Et je reprends encore l'exemple du maître calligraphe extrême-oriental, qui va faire et refaire des centaines et des centaines de fois le même geste, jusqu'à arriver à une épure, à quelque chose qu'il va considérer comme étant le geste. Donc il faut l'imaginer expérimenter ce geste sans cesse, debout devant son chevalet, maculé de peinture, avec sa chemise blanche et sa cravate protégée par un tablier. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que la valeur marchande du tableau qu'on a évoqué, elle n'est pas donnée au moment où l'œuvre est faite. Elle est donnée en 2015, puisque la vente aux enchères que j'évoquais date de 2015, c'est-à-dire 50 ans après sa conception. Donc il est bien évident que Fontana ne pouvait pas être motivé par de basses considérations financières, mais bien par la nécessité de l'acte en lui-même, qui est forcément, dans ce contexte-là, est un acte fondé sur un principe de sincérité. Il y a de la sincérité dans cet acte-là, c'est-à-dire qu'il le fait parce qu'il y croit, il le fait parce que ça répond à un besoin de réflexion, d'expérimentation, de pensée. C'est un exercice de pensée. Donc cet exemple montre bien il faut à la fois, il est souhaitable quand même de connaître le contexte des œuvres qu'on est en train de regarder, de connaître un petit peu quels sont les véritables fondements théoriques de l'art, hein, mais on voit bien à travers tous les exemples que j'ai utilisés depuis pour ces différentes émissions consacrées à la blancheur, que la blancheur de l'œuvre, sa simplicité, son dénuement, son peu de choses, sont sans doute à considérer comme une offrande qui est faite au regard, avec toute la fragilité que ça induit. Hein, mais il faut vraiment se méfier de ce qu'on regarde, ne pas juger les choses parce qu'elles seraient vides ou dénuées de contenu. Et je rappelle évidemment les différences fondamentales sur le plan culturel qui existent entre l'Orient et l'Occident, hein, une fois de plus. Et puis, pour terminer, je répéterai quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que nous sommes toujours face à une œuvre, Cartel, l'élément de fragilité. Par Jean-Charles Vergne. Ce qui implique forcément une forme d'humilité. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.